humilité et flexibilité. C'est important face à l'immensité, du marché américain, de ce pays qui est en fait un continent, de rester humble et un autre maître mot d'être flexible. Bienvenue sur Let's Go Aller, l'émission qui donne les clés de l'expatriation aux États-Unis et de la conquête du marché américain. Let's Go Aller est une production d'HBN Company. HBN Company accompagne les entreprises françaises dans la définition et l'exécution de leur plan de croissance, qu'elles soient organiques ou par acquisition, et cela en Europe ou aux États-Unis. Vous trouverez plus d'informations sur le site www.ishbia.co. Ça s'écrit ICHBIAH.co. Alors aujourd'hui, mon invité, c'est Myriam Le Cannelier. Myriam, bonjour. Bonjour Romain. Myriam, je suis ravi de t'avoir dans l'émission. Merci de passer ce temps avec moi. Myriam, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Ah tout à fait. Je me qualifierais d'une Française de l'étranger. Je suis, installée aux États-Unis et plus particulièrement à Chicago depuis un peu plus de 15 ans et à l'étranger depuis presque 25 ans. C'était pas du tout prémédité de ma part de continuer ma vie, personnelle et professionnelle à l'étranger, mais c'est ce qui est arrivé et j'ai cofondé un cabinet de recrutement de cadres aux États-Unis, à Chicago, avec un associé, anglo-saxon et notre spécialité depuis le début est de recruter du talent local pour des entreprises européennes aux États-Unis et nous travaillons avec beaucoup d'entreprises françaises. Super. Et effectivement, compte tenu du sujet de notre émission, je serais curieux d'en savoir un petit peu plus sur ton activité. Avant qu'on en parle, et qu'on rentre dans le vif du sujet, comment es-tu arrivé à Chicago? Je crois qu'il y a une histoire un petit peu intéressante. Alors, c'est une histoire qui est pas tout à fait linéaire, mais en bref, nous avons, quitté la France, donc il y a presque 25 ans, suite à une opportunité professionnelle, que mon mari a reçue et nous sommes arrivés donc en Argentine et c'est en Argentine que j'ai changé de métier, découvert le métier du recrutement. On a passé quelques années là-bas et puis, quand il y a eu une crise assez importante en fin 2001-2002, on a décidé de quitter l'Argentine et là, il y avait également une opportunité professionnelle pour mon mari, aux États-Unis et c'est comme ça qu'on est arrivé en fait aux États-Unis et que depuis, nous y sommes restés. D'accord, donc c'est l'aventure de beaucoup d'expatriés aux États-Unis. Il y a souvent une société impliquée et parfois plusieurs pays. Alors, Myriam, comme tu le disais, donc ton cabinet DSML Executive Search, donc vous aidez les entreprises européennes et canadiennes à recruter des cadres pour leurs filiales aux États-Unis, c'est ça? C'est tout à fait ça, tout à fait ça. D'accord. Et alors, explique-moi donc, est-ce que c'est toujours des sociétés qui ont déjà une antenne aux États-Unis ou parfois tu les aides à recruter leur premier employé qui va fonder, cette société? Alors en fait, c'est une bonne question. Nous avons 2 types de clients. Nous avons des entreprises qui sont déjà installées aux États-Unis, certaines d'entre elles sont assez grandes, elles ont une présence, elles ont déjà des équipes et puis on a en effet, les clients que je qualifierais de nouveaux entrants. Donc, dans ce groupe-là, ça peut être des PME, voire des startups qui démarrent vraiment leur activité US et pour lesquelles souvent on recrute le ou les premiers employés dans le domaine souvent du management et très souvent d'ailleurs dans le domaine du management commercial et business development dans ces cas-là. D'accord. Alors, si on prend, chaque situation, j'imagine que c'est pas les mêmes problématiques. Donc, une grande entreprise, qui va faire appel à vous pour une filiale qui est déjà existante, quel est son besoin? Quelle est la problématique et comment vous le résolvez? J'imagine qu'ils ont des recruteurs en interne, pourquoi faire appel à votre cabinet précisément? En fait, ce qui se passe, c'est que notre spécialité dans ces cas-là, c'est vraiment donc les postes
où, l'individu, en fait, interface entre le marché local, les États-Unis et l'Europe. Donc typiquement, ça va être, un poste dans la fonction finance, par exemple un CFO ou un directeur financier, ou un poste de managing director ou de GM ou CEO d'une business unit, par exemple, ou voire même d'une entité. Et les cas de figure sont variables à nouveau, hein, bien sûr, mais c'est toujours le fil conducteur, c'est que l'entreprise a besoin de trouver du talent local, certes, des personnes avec des expériences aux États-Unis et bien souvent d'ailleurs des Américains, mais il faut trouver des candidats qui ont aussi une exposition culturelle ou une compréhension culturelle de travailler avec l'Europe et voire même une expérience, parce que c'est un élément clé en fait dans leurs besoins. Donc ça, c'est une problématique à laquelle on est souvent confronté. Une autre d'ailleurs, dans le même cas de figure de groupe d'une certaine taille, c'est le cas où l'entreprise, a fait un rachat, a fait une acquisition aux États-Unis d'une entité, d'une taille qui peut être parfois petite, moyenne. Et dans ces cas-là également, l'entreprise bien souvent a besoin de remplacer quelqu'un, soit carrément le dirigeant de cette nouvelle, acquisition, soit un des dirigeants. Et là encore, il est bien souvent, important pour l'entreprise de trouver du talent qui va pouvoir travailler, très bien entre les États-Unis et l'Europe. Et c'est vraiment là que notre savoir-faire, s'exprime le mieux puisqu'on comprend les 2 mondes et qu'on comprend bien les challenges de nos clients et on est mieux à même du coup de les servir bien. D'accord, c'est très clair et j'imagine que c'est donc le fil conducteur, cette, dualité, culturelle et professionnelle, hein, cette compréhension des 2 cultures business. Ça va être aussi vrai pour ces entreprises qui vont chercher un premier employé pour une première filiale aux États-Unis. Tout à fait. Ça s'exprime, tout autant, si ce n'est plus parfois, parce qu'en fait, dans les entreprises qui sont dans ce groupe de nouveaux entrants, on trouve une grande diversité de clients en termes de leur compréhension et de leur maturité, par rapport aux États-Unis. On a des entreprises qui parfois ont besoin d'être très, très accompagnées sur la compréhension du marché américain en termes de ressources humaines, en termes de recrutement, en termes de politique salariale, en termes même de politique managériale. Donc dans ces cas-là, on leur fournit, je dirais, un petit peu plus qu'un service de recrutement. On les éduque un petit peu et surtout on les aide, on les accompagne pendant tout le process pour éviter qu'ils commettent certaines erreurs que commettent les personnes qui découvrent le marché américain. Et puis il y en a certaines qui, éventuellement déjà une bonne compréhension ou un début de bonne compréhension du marché américain, mais qui éventuellement, par exemple, soit ont fait des erreurs de recrutement, parce qu'ils ont recruté eux-mêmes ou parce qu'ils n'ont pas eu le bon partenaire. Donc ils ont déjà été échaudés, si j'ose dire. Ils savent un petit peu quels sont les écueils à éviter et ils veulent du coup travailler avec un partenaire qui comprend bien les difficultés et qui va, les aider à minimiser le risque. D'accord. Alors, aide-moi à, qualifier, justement ce deuxième type de client. Comme tu le sais donc, l'émission s'adresse à des professionnels qui souhaitent faire du business avec les États-Unis et donc, je suis curieux de comprendre à quoi ressemble l'entreprise type qui va vous contacter pour chercher cet employé qui va, être le premier de la nouvelle filiale. C'est des gens qui ont déjà fait plusieurs voyages aux États-Unis? C'est des gens qui n'ont jamais fait quoi que ce soit aux États-Unis? Ils ont, des agents? Ils ont rien? Enfin, aide-moi un petit peu à comprendre où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur développement US, avant de se poser la question de recruter quelqu'un. Donc typiquement, c'est soit des entreprises qui ont déjà, des clients aux États-Unis, au travers, par exemple, d'un distributeur ou de plusieurs distributeurs. Et par exemple, ce sont des entreprises qui décident qu'il est temps d'accélérer leur croissance aux États-Unis, que le volume de vente qu'elles obtiennent avec des distributeurs, stagne. Les distributeurs ne se focalisent pas sur eux et sentent qu'ils pourraient faire décoller leurs ventes s'ils ont une présence directe. Ça peut être aussi des agents, enfin différents modèles. Ça peut aussi être des entreprises qui ont eu des clients, Alors directement. excuse-moi, Myriam, Oui? est-ce que tu peux pour encore une fois notre, auditoire, décrire le système des agents qui est un petit peu particulier aux US? Alors il est très particulier. En effet, c'est les États-Unis étant un immense marché, dans beaucoup, beaucoup de secteurs, il y a, des niveaux qu'on ne trouve pas nécessairement, en France,
de distributeurs ou d'agents. Et ces gens sont soit des gens qui sont exclusifs sur un territoire, sur un marché donné, mais il y a aussi des cas où ils ne sont pas exclusifs. Un exemple qui me vient à l'esprit parce que c'est un client avec lequel nous avons travaillé dans le passé et on en a plusieurs dans ce style. Un client qui avait un distributeur national exclusif qui couvrait en fait tous les États-Unis, qui avait l'exclusivité de leurs produits et sur l'ensemble du territoire, d'accord? Sauf que ce distributeur, à un moment donné, avait atteint ses limites en termes de promotion, surtout de la marque, hein, de notre client. Et donc à ce moment-là, le client a décidé qu'il était temps de se séparer du distributeur pour avoir plus de liberté et gérer son développement comme il le souhaitait. On a aussi des cas de figure où les distributeurs sont uniquement spécialisés sur une géographie, ce qui est un cas très très courant. Donc par exemple, un distributeur va couvrir un État, la Floride, ou bien toute une région, le Sud-Est. Et le distributeur éventuellement a donc une exclusivité territoriale. Mais par contre, c'est un distributeur qui peut-être va avoir des lignes de produits ou de services concurrentes dans son portefeuille. C'est un peu, je ne vais pas dire que c'est une jungle, mais c'est un système qui est assez compliqué à appréhender quand on vient de l'extérieur. Il est vrai aussi qu'au tout début, c'est un système qui est bien souvent incontournable pour une entreprise pour commencer à débroussailler et à obtenir des premiers clients aux États-Unis. Parce que l'avantage, par contre, de ces distributeurs et de ces agents, c'est qu'ils ont un fort ancrage local. Ils ont en général des forces de vente qui sont rémunérées uniquement aux résultats et des gens qui sont proches des clients. Mais là, ça dépend énormément des marchés dans lesquels les entreprises opèrent. Et on voit en ce moment une modification un petit peu de ces modèles dans la mesure où il y a moins d'échanges en personne et beaucoup plus de choses qui sont virtuellement. Ce modèle avec des agents et des distributeurs qui ont des forces de vente sur le terrain, je pense qu'il est amené à évoluer. Et du coup, ça aura une influence aussi sur une entreprise européenne qui va se développer aux États-Unis. D'accord. Mais donc, comme tu le disais, donc souvent les entreprises qui se posent la question d'accélérer leur développement, elles ont commencé à vendre en passant par ces distributeurs et ou ces agents commerciaux, un modèle plus typique aux États-Unis que peut-être en Europe, et qui sont donc tous aux variables. C'est bien ça? Tout à fait. Alors avec des niveaux de commission qui vont être très, très variables et surtout, alors là, je dirais que le point clé peut-être à retenir, s'il y avait un point clé, pour une entreprise française, c'est de se faire extrêmement bien accompagner au niveau juridique et de ne pas signer n'importe quoi avec, un ou des distributeurs ou des agents, sans se faire accompagner d'un avocat d'affaires qui comprend les enjeux et qui va pouvoir les accompagner sur le type de contrat qui est signé. Parce que moi, j'ai vu à plusieurs reprises dans mon expérience des entreprises qui avaient signé des accords qui leur étaient en fait très défavorables et qui ensuite les mettaient dans des situations assez compliquées, soit pour sortir des contrats avec les distributeurs ou les agents, soit en termes de sujets justement d'exclusivité, soit même en termes de protection de leur marque. Donc il faut être très vigilant, il ne faut pas se dire que parce que ce n'est pas un contrat de travail, par exemple, et que ce sont des gens indépendants, il faut quand même être assez regardant et ne pas faire n'importe quoi parce que sinon les entreprises peuvent vraiment se mettre en difficulté. D'accord. Et dernière question, même si je crois que c'est pas ton domaine de prédilection, mais comme tu as l'air de connaître un petit peu ce monde-là, si je suis une entreprise française, disons que je suis un fabricant de machines-outils, juste pour prendre un exemple, et donc je ne suis pas aux États-Unis. Comment je trouve ces fameux agents? C'est sur un salon ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Parce que j'imagine que si c'est par État, il y en a certains qui sont peut-être pas si faciles que ça à trouver. Tout à fait. Alors, je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles et peut-être que l'idéal, c'est de combiner différentes sources. Je pense qu'en effet, les salons professionnels et aux États-Unis, il y a énormément de salons professionnels très spécialisés avec des niveaux de spécialité par industrie ou par secteur qui peuvent être assez surprenants pour les yeux d'un Européen parfois. Donc ça, ce sont de bonnes ressources pour établir des premiers liens et commencer à regarder ce que l'on peut trouver en termes de distributeurs. Je pense qu'il y a aussi, il ne faut pas négliger les ressources institutionnelles.
la France a la chance d'avoir quand même un dispositif à sa disposition avec, une entité comme Business France qui fait partie de ce qu'on appelle la Team France Export, qui réalise des missions régulièrement pour identifier des distributeurs ou des agents pour des entreprises, françaises. Donc ça, c'est une source d'information également. Une autre source d'information à ne pas négliger, parce que c'est aussi une façon de bénéficier de l'expérience des autres, c'est d'échanger avec d'autres entrepreneurs qui sont dans des secteurs, similaires aux siens et qui, eux, éventuellement sont déjà aux États-Unis et ont déjà des ça peut paraître, paradoxal parce que les gens peuvent se dire: «Tiens, mais je vais aller parler à ma concurrence». Mais en fait, c'est très important, je pense, de bénéficier de l'expérience d'autres entrepreneurs qui sont passés par là. Donc moi, je pense que la bonne solution, c'est tu as un mix de différentes ressources pour arriver à identifier ces distributeurs. Et après, c'est très important, je pense aussi, de les rencontrer, de faire le déplacement et de les visiter et de les rencontrer parce que sinon, conclure ce genre de négociation à distance, sans avoir eu d'échange direct me paraît un petit peu risqué. D'accord, donc pour récapituler, salon, Business France et parler à ses concurrents qui sont aussi ses pairs et donc ses collègues. Exactement. Claire, alors excuse-moi, je t'ai fait faire une grande parenthèse, mais on en était donc, on parlait des entreprises qui allaient chercher donc leur 1er employé pour une filiale. Donc on parle de gens qui ont donc déjà des ventes par le biais de distributeurs et ou d'agents et donc qui se disent: «Il est temps d'accélérer mon développement». Alors ils cherchent à faire quoi? Ils cherchent quelqu'un pour gérer et motiver les distributeurs en local ou pour faire plus des ventes en direct ou les 2? Ça peut être tout. En fait, ça dépend beaucoup du business model, de l'entreprise. Et je dirais qu'on n'en a pas du tout parlé, mais à mon avis, j'aimerais repasser une seconde là-dessus parce que je pense que c'est une étape clé. Quand une entreprise vraiment veut se développer aux États-Unis, ce qu'elle devrait faire d'abord, c'est vraiment une étude du marché et venir comprendre comment le business model qui existe en France ou ailleurs, en Europe va, s'adapter au marché américain. Cette étape d'adaptation au modèle américain, elle est essentielle et si elle ne se fait pas, elle met vraiment en péril le succès de l'entreprise. Parce que c'est très, très rare qu'une entreprise européenne puisse avoir le même business model aux États-Unis que dans son pays d'origine. Est-ce que tu peux donner un exemple concret pour qu'on puisse d'une illustration d'un business model qui marche en Europe et qui marche pas aux US? Je vais prendre un exemple, on a travaillé, il y a quelques années de ça pour une entreprise qui faisait du matériel de sécurité pour les employés, d'accord? Et cette entreprise avait une certaine façon de faire son business en Europe et qui marchait d'ailleurs très bien. Sauf qu'aux États-Unis, la façon dont le personnel se procure son matériel de sécurité est différent de la France. Dans la plupart des cas, l'employé reçoit un budget pour ensuite aller s'acheter certains de ces matériels de protection. Ça ne lui est pas fourni par l'entreprise. C'est un cas qui peut nous surprendre en tant qu'Européens. Et donc du coup, l'entreprise peut être prescriptrice, elle peut conseiller à ses employés d'acheter tel ou tel produit, mais c'est pas elle au final qui achète. Et l'acheteur n'est pas le même, donc la cible n'est pas le même, le marketing n'est pas le Et même, la voilà. vente n'est Donc tu vois, on va pas faire un cas sur cette entreprise, mais c'est juste pour montrer que c'est pour illustrer le propos en fait. non, c'est très clair. Donc effectivement, quand tu parles de business model, c'est en particulier l'organisation en fait du cycle de vente, ainsi que les facteurs clés de succès ou ce qui va faire tiquer un acheteur va pas forcément être la même chose dans le marché d'origine et les États-Unis et donc c'est dans ce sens-là qu'il faut valider que ce qui a fait qu'on avait du succès en Europe ou en France, sera valide, aux États-Unis. Et du coup, pour moi, je dirais le fonctionnement idéal, c'est une entreprise, pour laquelle un des dirigeants européens, un des fondateurs, si c'est une start-up, vient s'installer aux États-Unis pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour faire cette analyse en profondeur avec d'autres gens. Il s'agit pas c'est pas forcément cette personne qui va faire tout le travail, mais et il faut qu'il y ait à un moment donné du talent local et du recrutement qui soit fait, mais la présence physique d'un décisionnaire de l'entreprise européenne pendant un certain temps aux États-Unis est souvent, un facteur clé de succès. Parce que cette personne va avoir les clés pour plus rapidement
comprendre et adapter et surtout faire accepter finalement au reste des équipes en Europe les changements qui doivent être effectués pour adapter l'offre, le marketing, le ciblage, les canaux de distribution au marché américain. Si ça n'est pas le cas, c'est beaucoup plus difficile. C'est possible aussi, hein. Le deuxième cas de figure, c'est justement de recruter un dirigeant qui a vraiment une très forte compréhension multiculturelle, donc qui est capable de comprendre ce que fait l'entreprise en Europe, de voir comment est le marché américain et qui va ensuite pouvoir proposer une stratégie d'adaptation pour le marché américain. Mais sinon, à l'inverse, le cas de figure qui est je reste en Europe, je recrute un Américain et j'attends que cet Américain, en gros, me fasse le travail d'adaptation, c'est beaucoup plus risqué comme cas de figure. Mais on est bien d'accord. Tu parles de ça ne marche pas si tu recrutes quelqu'un en local aux États-Unis, mais qui n'a pas cette sensibilité, européenne. Oui, tout à fait. Le danger, et c'est ce qui se passe de temps à autre, c'est de recruter donc du talent local, hein, ou une américaine qui n'a aucune expérience préalable de travailler en dehors des États-Unis ou avec des Européens ou avec des Canadiens et qui, par contre, cette personne est recrutée parce qu'on se dit c'est un ou une experte dans son industrie, d'accord? Et l'entreprise pense que ça va suffire puisque la personne donc connaît très bien son marché et va pouvoir du coup développer le business de l'entreprise. Or là, c'est quand même un sujet assez risqué parce que le problème, c'est que est-ce que cette personne va être capable de comprendre en fait les enjeux pour l'entreprise et à quel point peut-être ce que propose l'entreprise initialement doit être adapté. Pire que ça, cette personne va peut-être comprendre qu'il faut adapter et va proposer des adaptations en disant non, 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 mais on ne peut pas faire les choses comme ci et comme ça. Par contre, elle ne saura peut-être pas faire passer ces messages de façon à ce qu'ils soient bien compris et reçus. D'accord. Alors, je voudrais récapituler où on en est de notre conversation. Je pense qu'on a balayé pas mal de sujets. Donc, les bonnes pratiques pour m'installer aux États-Unis. Étape 1, je vais commencer à vendre en passant par des distributeurs et des agents. En parallèle ou juste après, quand les conditions le permettent, envoyer un des dirigeants de l'entreprise ou quelqu'un de suffisamment senior, donc qui comprend, comment l'entreprise en local, en France disons, fonctionne, l'envoyer passer 1, 2, 3 ans, autant que possible aux États-Unis afin que cette personne puisse comprendre si le business model tel qu'il fonctionne en Europe fonctionnerait aux États-Unis et ou les ajustements à faire, si on peut se le permettre, auquel cas étape 3, une fois qu'on a compris ça, on va soit laisser cette personne en place, soit recruter quelqu'un en local pour ouvrir ou gérer, donc l'activité américaine et cette personne, dans un monde parfait, est non seulement un expert dans son domaine, mais avant tout, surtout, a aussi une bonne connaissance culturelle de l'Europe ou de la France même, afin de pouvoir mieux communiquer les ajustements, potentiellement nécessaires au business model. Est-ce que ça récapitule ce que tu nous as dit? Alors tout à fait. Je voudrais apporter 2 précisions. Le recrutement de talent local peut se faire, simultanément avec l'arrivée du dirigeant ou de la personne senior, parce que justement c'est un bon mix dans ces cas-là, d'avoir quelqu'un qui peut commencer à poser des jalons, faire du développement commercial, main dans la main si j'ose dire avec la personne qui vient d'Europe, donc c'est en termes de timing, c'est important. Et l'autre sujet qui est un sujet qui pour moi est un sujet un peu fétiche, c'est le fait de dire oui, la personne qui va être recrutée nécessairement ne doit pas forcément venir de l'industrie du client. Si on doit privilégier en termes de critères, je crois qu'il vaut mieux prendre quelqu'un qui a une très forte expérience multiculturelle et notamment une compréhension, une exposition à la culture française si c'est une entreprise française, plutôt que de se laisser aveugler par la connaissance sectorielle. Alors, on va peut-être pas prendre quelqu'un qui vient de la machine-outil pour vendre
je sais pas moi, des vaccins, et on va peut-être pas prendre quelqu'un, en effet, qui vend, des savonnettes pour aller vendre des avions. Mais, entre les 2, il y a beaucoup de marge pour être plus flexible sur le secteur d'où vient la personne qui est recrutée. D'accord, très clair. Merci pour ces précisions. Est-ce que tu peux brièvement décrire quelles sont peut-être les principales erreurs ou peut-être les principaux chocs ou surprises qu'ont, tes clients vis-à-vis des États-Unis et notamment du recrutement? Alors j'ai un peu ma petite liste en tête d'écueils à éviter ou de points sur lesquels il faut être vigilant. Le premier, bien sûr, c'est d'oublier ses repères français, et notamment les repères dans le domaine de l'éducation, quel type d'éducation doit avoir, quelqu'un pour réussir dans un job. Le deuxième, c'est les salaires. C'est un gros sujet, en lui-même, parce qu'il y a une telle différence sur les niveaux de salaire et même comment la réussite commerciale, par exemple, est rémunérée. Ça, c'est un gros sujet sur lequel il faut se préparer. Ne pas sous-estimer les différences, culturelles dans la communication, donc se préparer au maximum. Penser, ça c'est un autre écueil qui intervient souvent, c'est penser qu'un bon produit ou un bon service va suffire. Et moi, ce que j'entends très souvent, qui je pense est une grosse, grosse erreur aux États-Unis, c'est: «Bon, on va d'abord, vendre, notre produit est très bon, notre produit est innovant, et puis, bah, après, quand on aura commencé à avoir un certain volume de vente, on investira en marketing et en service client». Eh bien non, dès le début, surtout aux États-Unis, il faut investir dès le début et en marketing et en service client, et le service client, c'est essentiel. Donc penser à organiser le service au client, quel que soit à nouveau le produit ou le service, dès le début. Penser que recruter du talent va être facile parce que justement on a un produit qu'on considère comme excellent, innovant, de très bonne qualité. Là aussi, c'est un peu une erreur couramment, commise par les gens. Les gens ne connaissent pas l'entreprise en général, ils vont pas forcément se bousculer au portillon pour venir travailler chez vous. Il faut en être conscient, il faut avoir un peu d'humilité par rapport à ça. Un autre conseil, c'est en termes de management. Donc là, en général, il faut ajuster son management aux pratiques locales, en termes de style, en termes de façon de communiquer. Et ce qui est très difficile, c'est de trouver ce bon équilibre entre laisser beaucoup d'autonomie, à l'équipe ou aux équipes locales, sans tomber non plus dans une gestion tellement à distance, que, finalement on n'est pas très au courant de ce qui se fait et il y a pas une communication fluide. Donc il faut trouver un bon équilibre et c'est pas facile. Donc sur la partie management, donc tu dis, il y a peut-être un côté un peu plus entrepreneurial ou un besoin de plus d'autonomie relativement, hein, aux États-Unis qu'en Europe, hein? C'est ça que tu suggères? Alors oui, il y a ça, et puis il y a aussi le fait que tout simplement dans la communication et dans le management, des Américains, un exemple, typique qui fait en général sourire, c'est qu'aux États-Unis, quand on fournit du feedback, à ses équipes, on enrobe le feedback, négatif, au milieu de couches de positif, si je simplifie. Alors qu'en France, on est plutôt habitué à tout de suite parler de ce qui va pas, et ce qui va bien, bah, c'est normal, tu fais ton job. Donc pourquoi je t'en parlerais? Alors ça, c'est une source de frustration énorme. L'Américain qui vit ça, et en plus à distance, va pas vivre ça très, très bien, et du coup pas très longtemps. Donc le risque que la personne s'en aille, est grand, ou qu'il y ait beaucoup de dysfonctionnements est assez important. Donc ça, c'est un exemple type. Absolument, et donc pour nos auditeurs qui veulent, faire du management aux États-Unis, vraiment, la version, en 30 secondes, c'est commencer par, dire ce qui va bien, les compliments, «Ça, tu fais ça super bien, je suis très content de toi», et les choses qui ne vont pas bien, on parle de sources d'amélioration, hein, areas for improvement. Donc au lieu de dire: «Ça, tu le fais mal», c'est: «Ça, tu pourrais le faire mieux», et évidemment augmenter ça avec des suggestions de comment le faire mieux et pas juste dire qu'on peut le faire mieux. Je crois que c'est un résumé très rapide du feedback à l'américaine. Alors, quand on préparait cette émission, tu m'as parlé d'un livre, et tu m'as dit: «Mais tous les Français, qui veulent faire du business aux États-Unis devraient lire ce livre». Ça s'appelle The Culture Map, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire, 2 mots?
Oui, alors j'aime beaucoup ce livre. Il m'a d'ailleurs été conseillé, au départ par un client français qui l'avait dévoré et qui me l'a offert. C'est Erin Meyer qui a écrit ce livre. C'est une Américaine qui a vécu, en France et qui enseigne, dans une business school. Et ce que je trouve très intéressant avec ce livre, c'est qu'il n'est pas uniquement spécifique aux différences culturelles entre la France et les États-Unis. Il parle des différences culturelles en général entre plusieurs cultures. Mais vu que l'auteure est américaine, elle a beaucoup, beaucoup d'exemples entre la France et les États-Unis qui permettent vraiment, vraiment d'illustrer ces différences culturelles. Et donc, je trouve que lire ce livre permet de mieux comprendre et mieux anticiper ensuite ce que les gens vont vivre quand ils viennent faire du business aux US. Ça permet de décoder en fait certaines attitudes et de mieux les comprendre. The Culture Map de Erin Meyer, Meyer. Parfait. Tu parlais des salaires. Alors effectivement, je pense que par expérience aussi, l'un des chocs culturels que j'ai pu voir de certains de mes clients, c'est que les salaires en facial aux États-Unis sont beaucoup plus élevés ou semblent beaucoup plus élevés, même s'ils n'incluent pas la même chose. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je pense que la première chose à garder en tête, c'est qu'on ne peut pas comparer les salaires de la France et ceux des États-Unis directement parce qu'on ne parle pas du tout des mêmes choses. Pour moi d'ailleurs, l'idéal, c'est à nouveau qu'un Français vienne vivre quelque temps aux États-Unis et souvent un dirigeant comprend très très vite du coup en vivant dans le pays. Les deux grands pôles qui justifient aussi ces différences énormes, c'est le coût de la santé, le coût de l'éducation et des retraites. Parce que ce ne sont pas des éléments qui sont inclus quelque part de façon universelle dans les salaires. Le salarié américain va devoir économiser pour sa retraite, va souvent devoir payer assez cher pour sa santé et son éducation. Donc c'est une grosse part de l'explication des différences de salaire. On a, pour donner une idée de l'échelle, pour des gens qui ne seraient pas trop au courant, un différentiel qui peut être de 1 à 2, voire 1 à 3. C'est-à-dire des salaires 2 fois ou 3 fois plus importants que la France pour des postes comparables. Et puis il y a un deuxième point peut-être à expliciter aussi, c'est que la relation salarié et employeur, pour moi, est différente aux États-Unis. C'est plus une relation transactionnelle. Un salarié américain est quelqu'un qui offre ses services, il a des compétences et il les met à disposition potentiellement d'un employeur. Et l'employeur, il a un besoin, il regarde si ce salarié peut correspondre aux besoins qu'il a à ce moment-là et ils font éventuellement affaire. Et le salarié dit, moi, je vais rentrer chez vous à tel salaire. C'est à ce niveau-là que je valorise mes compétences et l'employeur, bien sûr, dit oui ou non. Mais c'est du coup une relation qui est très différente de la France. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Absolument. Donc je récapitule encore. Donc préparez-vous à payer plus, en tout cas sur le papier. Investissez en marketing dès le premier jour. Évidemment, ajustez votre communication, notamment dans la façon de manager les équipes locales, donc au goût local, qui est peut-être un peu plus relax et un peu moins direct et plus enjolivé. Voilà. Ok. Et donc, juste pour finir sur ton activité, une mission de recrutement, ça prend donc combien de temps en moyenne? En moyenne, ça prend 3 mois, entre le début où on démarre et le jour où quelqu'un est recruté. Ça peut être plus court, et ça peut être aussi un peu plus long, ça dépend de la difficulté, mais c'est en moyenne 3 mois. D'accord. Si je comprends bien, vos clients sont souvent des sociétés en Europe, voire en France. Donc les prospects, hein, les gens à qui vous vendez, ils sont sur un autre continent. Mais le travail, il est donc effectué, aux États-Unis. Et donc, comment on arrive à gérer donc cette dualité? C'est une bonne question. En fait, moi, personnellement, je vais en Europe, enfin, je vais en France, très régulièrement, justement pour rencontrer, des prospects, des gens qui constituent mon réseau. Il y a également, je dirais une part de prospection qui se fait localement aux États-Unis via, d'autres contacts, des partenaires qui eux-mêmes peuvent être des intermédiaires, des gens qui sont aussi,
en contact avec ces entreprises ou des entités ou des organisations. Donc c'est un mélange, de prospection purement en France, mais aussi quand même aux États-Unis. Il y a aussi, un certain nombre de nos clients où, les équipes décisionnaires sont également aux États-Unis, hein. Il y a un mélange. Tous les cas, que nous avons ne sont pas uniquement avec, des décisionnaires en Europe. D'accord, merci. Je voudrais parler avec toi de l'actualité. Au moment où on se parle, on est dans une situation où il y a quand même un taux de chômage qui est record et une pandémie que d'aucuns, s'accordent pour dire qu'elle a été plutôt mal gérée. Quelle est la perspective de tes clients ou de tes prospects justement? Est-ce que tu as ressenti un changement de perception, des États-Unis et toi-même, est-ce que tu penses que ces difficultés sont passagères ou est-ce qu'elles indiquent quelque chose de plus profond, vis-à-vis des États-Unis? Alors moi, ce que je constate, c'est que bien sûr, il y a en ce moment, un peu d'attentisme ou en tout cas les entreprises, prennent les choses avec précaution, notamment elles veulent voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines avec les élections. Mais au-delà de ça, je vois quand même, une tendance assez forte. Les entreprises qui ont des projets très solides et qui sont sur des marchés qui sont voués à se développer et pour lesquels bien souvent, les États-Unis de toute façon est ou sera le plus gros marché. Ces entreprises continuent avec leurs projets de développement aux États-Unis. On a même nous, eu le cas de quelques missions où ce sont des entreprises qui au contraire veulent anticiper la reprise, économique qui interviendra aux États-Unis, veulent être prêtes et veulent se positionner de façon à ce que quand ça reparte, elles soient en première ligne pour servir, les besoins du marché. Donc je pense pas que ça modifie, les États-Unis restent un marché très, très gros pour beaucoup d'entreprises dans un certain nombre de secteurs et les entreprises, françaises sont bien positionnées souvent sur des niches avec des produits ou des technologies innovantes et donc celles-ci, à partir du moment où elles ont un certain nombre de moyens, mis à leur disposition, avec des levées de fonds qu'elles ont faites ou des budgets spécifiques pour se développer aux États-Unis, ça ne change pas fondamentalement leur développement. Parfait. Alors Myriam, on va bientôt conclure cette émission, mais je voudrais te laisser le mot de la fin. Donc ça fait plusieurs années que tu es donc aux États-Unis, que tu co-diriges ton cabinet. En tant que, successful entrepreneuse aux États-Unis, quel message as-tu à faire passer ou quels conseils peux-tu donner aux entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs français qui sont ou veulent aller aux États-Unis? Alors 2 mots, je résumerai ça par, humilité et flexibilité. Alors je pense que, le fait de travailler dans les ressources humaines et le recrutement où finalement notre produit ou notre service est autour de l'humain, nous invite à ces 2 comportements. Rien n'est sûr, rien n'est figé, par définition. Mais je pense aussi que ces 2 qualités pour moi sont un peu mon message, pour les entrepreneurs français qui veulent se développer aux États-Unis. C'est important face à l'immensité, du marché américain, de ce pays qui est en fait un continent, de rester humble et un autre maître mot d'être flexible pour pouvoir s'y adapter parce que c'est pas, aux Américains de s'adapter à l'entreprise française qui s'installe, c'est l'inverse, c'est l'entreprise française qui doit s'adapter au marché et aux Américains. Donc pour moi, ce sont les 2 maîtres mots et j'espère que les entrepreneurs français qui ont des projets, vont garder bien en tête ces 2 mots. Humilité et flexibilité. Tout à fait. Alors Myriam, avant de terminer cette émission, si nos auditeurs veulent prendre contact avec toi, quelle est la meilleure façon pour te joindre? La meilleure façon de me joindre, c'est les LinkedIn. Je pense que c'est facile de me trouver avec, mon nom, Myriam Lecadelier, de m'envoyer un message, se connecter avec moi sur LinkedIn. Sinon, notre website, dsmlexecutivesearch.com. On a une page contact et c'est facile également de m'envoyer un message. DSML, executivesearch.com ou LinkedIn. Merci Myriam. Merci. Merci d'avoir suivi Let's Go Aller, l'émission qui donne les clés de l'expatriation aux États-Unis et de la conquête du marché américain. Let's Go Aller est une production d'HBN Company. HBN Company accompagne les entreprises françaises dans la définition et l'exécution de leur plan de croissance, qu'elles soient organiques ou par acquisition, et cela en Europe ou aux États-Unis.
Vous trouverez plus d'informations sur le site www.ishbia.co. Ça s'écrit ICHBIAH.co.